L'Algérie est aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Je suis venu ici il y a 10 ans. A fortiori, elle n'est plus la même qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 60 ans. Voyez. Et parfois, l'image des Français est figée sur l'Algérie d'il y a quelques dizaines d'années. Mais non, il faut maintenant ouvrir les yeux et regarder cette évolution formidable du développement économique. Lundi, les musulmans sont responsables d'une pénurie d'œufs. Mardi, ils propagent des punaises de lit dans les transports en commun. Mercredi, les femmes portent le voile, menacent la République. Jeudi, les cours d'arabe servent à former des générations d'islamistes. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran. Il était trop occupé à libérer la France à Monte Cassino pendant qu'une partie de la classe politique qui ressemble étrangement à celle qui est sur ces bancs sombrait dans la collaboration. Ce sont les mêmes mots, les mêmes amalgames que l'on trouve dans la bouche des ministres français bollorisés et les chiens de garde médiatiques, les Pascal Praud, Hanouna, Geoffroy Lejeune ou ce cher Jean-Jacques Bourdin. Et oui, je vous demande, quelle est la différence aujourd'hui entre le Conseil des ministres et le plateau de BFM TV ou de CNews? Les Français ne se sentent pas en sécurité? Vous nous parlez d'islam. Les Français ne peuvent plus se nourrir? Vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent pas à se chauffer? Vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent pas à se loger ou à payer leur loyer? Vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent plus à vivre de leur travail et sont à découvert? Vous parlez d'islam. Pour vous, le seul problème de la France, c'est l'islam et les musulmans. Et pendant que vous faites durer ce cirque raciste, vous ne vous occupez pas des vrais problèmes des Français. Ce qui alimente la colère ou le rejet de nos concitoyens, c'est la certitude que le pouvoir est aux mains de dirigeants qui ne leur ressemblent plus, ne les comprennent plus, ne s'occupent plus d'eux. Tout notre malheur vient de là. Non. Oui. Peut-être. Les services de renseignement alertent sur l'influence des frères musulmans en France. Un rapport dénonce un islamisme qui s'infiltre dans les associations, les écoles ou les clubs de sport. Ce rapport indique qu'il y a une menace très claire vis-à-vis de la République, qu'il y a une menace sur la cohésion nationale. Il est menteur, comme un arracheur de dents. Le ministre de l'Intérieur dit que l'entrisme des frères musulmans a pour but de faire basculer toute la société française dans la charia. Eh bien, le rapport dont nous nous sommes procurés des extraits dit quasiment le contraire. Aucun document récent ne démontre la volonté d'établir un État islamique en France ou d'y faire appliquer la charia. Et il faut faire des salam alek à Monsieur Tebboune. Non mais où on est? Est-ce qu'on est encore un peuple fier? Chez moi, il n'y a que des bredignos au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends? Salut mes camarades, c'est Papy. Ils vont encore foutre la merde. Je le sais, mais je n'en ai rien à foutre. Alors t'ouvres la télé, émigration, vol, Algérie, Algérie, Algérie. في الدنيا والآخرة يا ربي يا رب العالمين. عبد القادر Aujourd'hui, on égorge dans la rue, on tue dans la rue, on assassine des enfants juifs parce qu'ils sont juifs. On ne crie pas Heil Hitler, on crie Allah Akbar. C'est des malades, c'est des malades. L'Algérie est pour moi un pays, je vous le rappelle, qui est un pays qui nous agresse, qui nous envahit, qui envoie sa jeunesse nous coloniser. Donc moi j'estime que c'est un pays ennemi aujourd'hui. Donc il faut le traiter comme un ennemi. Ils sont revenus les malades! Ils sont revenus les malades! Sie haben also das Browser-Ballett noch nicht abonniert. Ganz schön mutig.
Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Éric Zemmour, c'est un hypocrite, parle de bravoure, les poches pleines de fric, matin, midi et soir, ça débite, ça récite, il travestit l'histoire, la géopolitique, il ment comme il respire, avec sa tête de vampire, oh, il ment comme il respire, avec sa tête de reptile, costume bien taillé, sourire diabolique, regardant la caméra, discours dramatique, promet la tempête, se croit héroïque, mais compte les billets, c'est ça sa vraie politique. Il manipule les peurs, se pose en sauveur, diffuse l'anxiété, le stress, joue avec les cœurs, il est méthodique, dans son délire satanique, prêche comme un voleur, cet oiseau de malheur. Éric Zemmour, c'est un hypocrite, parle de bravoure, les poches pleines de fric, matin, midi et soir, ça débite, ça récite, il travestit l'histoire, la géopolitique, il ment comme il respire, avec sa tête de vampire, oh, il ment comme il respire, avec sa tête de reptile. Sur les plateaux dorés, il joue au chevalier, il crie à la censure pour mieux manipuler, et prêt comme un vautour, tournoyant comme une hyène, crachant sur l'amour en diffusant sa haine, discours empoisonné, rêve de guerre civile, le cœur plein de menaces, sa bouche remplie de crasse, il règle les problèmes, mettant tout sur les immigrés, que Dieu qui a créé la terre et le ciel lui fasse regretter. Avec sa tête de croque-mort, posée sur un corps de lâche, il est dur avec les faibles, les soumis devant les forts, il détruit les fleurs, l'espoir et le bonheur, il a un discours dramatique, tel un dictateur. Éric Zemmour, c'est un hypocrite, parle de bravoure, les poches pleines de fric, matin, midi et soir, ça débite, ça récite, il travestit l'histoire, la géopolitique. Éric Zemmour, c'est un hypocrite, parle de bravoure, les poches pleines de fric, matin, midi et soir, ça débite, ça récite, il travestit l'histoire, la géopolitique. Il ment comme il respire, avec sa tête de vampire, oh, il ment comme il respire, avec sa tête de reptile. Zemmour est un agent du Likoud, c'est tout. Voilà. Tout le monde de la classe politique le sait. Hein. Oui. Voici l'homme tout-puissant, Tebboune, le président algérien qui exècre la France, le Maroc, Israël, les Juifs, les États-Unis et les accords d'Abraham. الجزائر قعدت لهم هنا شوكه ويموتوا من الفقعه من الجزائر. L'Algérie est un pays qui doit être combattu tous les jours. Il faut qu'il tombe comme il faut que les mollahs tombent. Qui c'est qui a dit ça? Maître Olivier Pardo, je rappelle que vous êtes l'avocat français de Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Non, c'est... Oh. Oui, puis je viens d'un combat judiciaire, un combat médiatique. Nous sommes quelques-uns. J'ai cité Meir Habib. Il y a aussi Jules William Goldanel. Donc, nous sommes, considérons-le ainsi, nous aussi des soldats d'Israël. Pendant les derniers 15 mois, Israël a détruit Gaza. Il a commis un génocide. Moi, je veux bien que la France, elle soit très ferme, mais elle pourrait déjà commencer par défendre les Kabyles. Ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'Israël se fait détester par 80% de la population mondiale. C'est ça qui m'inquiète, voilà. Israël est en train de perdre son âme dans cette affaire. Ils accumulent crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ne pas donner à manger à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas donner à boire à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas permettre aux populations de se faire soigner, c'est un crime de guerre. Israël est en train de cumuler tous les crimes de guerre qui sont condamnables sur le plan international. L'Algérie est un pays qui doit être combattu tous les jours. Benvenuti in Algérie. Bienvenue en Algérie. Willkommen in Algerien.
Bienvenidos a Algeria. Welcome in Algeria. مرحبا في الجزائر. La visite du pape à l'invitation du président Tebboune a été un événement mondial. Il n'a pas fait plaisir à ceux qui dénigrent l'Algérie. Parce que si l'Algérie était ce pays qu'ils décrivent, le pape ne serait pas venu, tout simplement. Et moi j'ai beaucoup aimé justement les paroles de sagesse et de profondeur du pape à l'égard de l'Algérie et de ses dirigeants, parce qu'ils ont remis de la vérité, et cette vérité doit prendre aujourd'hui le pas sur toutes les formes de dénigrement qui ne sont plus acceptables. La question algérienne vue de Paris, c'est pas une question seulement franco-algérienne, c'est une question franco-marocaine, c'est une question franco-israélienne. Et ça, c'est un point qui est important. Deuxième point qui est important, vous le savez mieux que moi, c'est que l'Algérie est l'un des rares États du monde, d'une quinzaine d'États qui ne reconnaissent toujours pas l'État d'Israël. Or, vous savez qu'il y a en France un lobby pro-israélien qui est important et qui est très actif, notamment à CNews et dans le groupe Bolloré, et qui fait que l'Algérie est un petit peu montrée du doigt sur ces questions. C'est un atout pour le royaume d'avoir des personnalités telles que vous, d'autres, ou des grands artistes qui ont un attachement pour ce pays et qui le représentent aussi. Je crois que c'est un atout pour la France et pour le Maroc, pour les deux. Une immense partie des Français lassés de l'humiliation par le régime algérien. Ouais. C'est normal qu'on soit dans le rapport de force, qu'il faut qu'on reprenne de la force diplomatique. Dénonçant les accords de 68. Les accords de 68, par exemple. Nous avons été les premiers avec Édouard Philippe. Et avec Horizon, il y a 2 ans de ça déjà. À dire qu'il fallait sortir. Bien sûr. Des milliers d'OQTF algériens non exécutés. Quand on demande à l'Algérie de reprendre ses ressortissants, qui ont été des menaces à l'ordre public pour nous. L'attaque constante de l'État algérien envers la France. C'est développé comme ça ce qu'on appelle le lobby pro-marocain pour, disons, montrer l'image la plus positive. Ce sont des personnalités françaises et marocaines. Alors évidemment, le sujet de cette vidéo, c'est l'Algérie, mais cette fois d'un point de vue différent, pas seulement matérialiste et géopolitique, d'un point de vue psychologique. Le Maroc, j'y travaille depuis très longtemps. J'ai travaillé avec l'OCP, j'ai travaillé avec différentes organisations marocaines. Et ce soir, je vais parler de l'intérêt d'aimer son travail pour mieux l'exécuter. Je suis très heureuse d'avoir aujourd'hui pu accueillir la délégation du MAC à l'Assemblée nationale. Ouh, c'est nul! Elisabeth Guégou, née au Maroc, amie du pays, a permis la réconciliation entre François Hollande et Mohamed VI. 9 ans plus tard, qui va œuvrer en coulisses pour réconcilier Emmanuel Macron et le roi après l'affaire Pegasus? Je suis tellement heureux. Et je voudrais d'abord adresser mes salutations respectueuses et reconnaissantes à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mais en tout cas, je suis extrêmement fière d'être double nationalité, comme on dit, d'être franco-marocaine. Pour moi, le Maroc, c'est ma vie, c'est mon identité. Il est traité comme une divinité. Personne ne peut s'en approcher sans lui embrasser la main. Tout le monde doit se prosterner à des kilomètres. Le roi du Maroc a plusieurs visages. Mohamed VI, souverain progressiste ou monarque absolu. Tous les ans, devant le palais royal de Rabat, le rituel est immuable. Les dignitaires du royaume prêtent allégeance à leur souverain lors de la cérémonie de la Baïa. Quand le roi sort, tout le monde se prosterne. Et une foule immense sur une esplanade du palais royal, où les gens sont comme ça. Puis il y a le chambellan qui dit votre Seigneur, il est là. Votre Seigneur, il vous dit.
c'est incroyable. Et on est au 21e siècle. Quel est le rapport justement de la population marocaine, Anna, avec le roi du Maroc, avec leur roi? Alors ils avaient plus peur du père. Ah bah oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'assez dictatorial. Le père était tyrannique. C'était absolument, c'était un tyran. Violent et même cruel. Voilà, et il faisait peur, c'est-à-dire qu'il y avait, il faisait régner, quelqu'un. Il faisait régner sur ces sujets une espèce de terreur, ce qui n'est pas du tout le cas de Mohamed VI, qui n'inspire au fond ni respect véritable, ni crainte véritable. Donc ça donne moins de pouvoir, si vous voulez, moins de prise sur son peuple, clairement. Hamouchi, second personnage du Marzen, n'est pas un inconnu des policiers hexagonaux. Il y a quelques années de passage à Paris, il avait été entendu par des hommes en bleu français et échappé de justesse à la justice parisienne. La raison ? Une plainte pour arrestation, séquestration et torture de 2 binationaux. À l'époque, l'affaire avait même jeté un sérieux froid diplomatique entre Rabat et Paris. Plus tard, Hamouchi, dont le métier et le travail de sape en coulisses, noircira plusieurs quotidiens français et ibériques avec l'affaire Pegasus, fameux logiciel espion sioniste ciblant de nombreux journalistes comme Edoui Plenel, voire même des ministres comme Florence Parly ou Arnaud Montebourg, et également un certain Macron Emmanuel. Elle est là. Différentes enquêtes françaises mèneront toutes vers un seul et même nom, Abdelatif Hamouchi. Rabat n'a pas apprécié de son côté être jeté en pâture après ces fouilles de la police française. S'en suivra une longue campagne médiatique marocaine qui rendront l'appareil à Macron en allant jusqu'à faire des allusions sur sa vie privée. Les observateurs y voient les menées d'Abdelatif Hamouchi. Des menées opérant d'ailleurs même sous les cieux de France avec le cas de Rachid Mbarki et ses allusions orientées concernant le Sahara occidental. Il ne sera pas le seul, de nombreux ministres et grandes figures de la politique française plaideront pour le Marzen pour ce dossier de droit international. On verra d'ici octobre et la visite de Macron à Rabat si les parades nuptiales se concrétiseront avec des dignitaires français qui lorgnent sur des contrats économiques, à l'exemple des contrats ferroviaires. Les présidents des parlements israéliens et marocains signent une série d'accords et promettent que leurs 2 pays vont approfondir encore leur coopération. Mais ce rapprochement se heurte à une partie de l'opinion marocaine, surtout depuis l'accession au pouvoir en Israël de courants ultranationalistes, hostiles à tout pour parler avec les Palestiniens. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire au président du Parlement marocain qu'il n'a pas le droit de recevoir ici le sioniste qui a commis des crimes de guerre, de le recevoir ici sur la terre marocaine et encore moins au nom du peuple marocain. Nous sommes ici pour dire aussi qu'on continue la lutte et que ces accords de normalisation, nous les ferons tomber et que nous continuons à lutter pour que la Palestine soit libre. Après les étapes de normalisation et les nombreux accords signés entre le régime marocain et sioniste, les relations entre le Maroc et l'entité sioniste ont franchi un nouveau cap. Cédant au chantage du régime sioniste, le Marzen a fait cette fois des concessions dangereuses en donnant son feu vert à la création de la première base militaire sioniste au Maroc. Quoi ? Cette base militaire sioniste sera donc installée entre l'enclave espagnole Melilla et l'Algérie. Une provocation explicite selon Habib Bouchara el-Bachir, compte tenu du soutien constant de l'Algérie à la cause palestinienne et la reconnaissance par l'Espagne de l'État de Palestine. De leur côté, les médias espagnols qualifient cette décision de menace directe pour la sécurité nationale du pays. Cette vidéo de jeunes leaders marocains affichant leur joie dans une ville sioniste ont été reçues par des responsables sionistes pour montrer la viabilité des accords d'Abraham. La vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux a provoqué un scandale dans les rues marocaines, les accusant de complicité dans le génocide à Gaza. C'est extraordinaire, on dirait c'est le Maroc. On dirait le Maroc. Le Maroc. Alors vous voyez des problèmes, il n'y a pas de problème ici. Il y a l'ambiance, la fête, la joie, le bonheur. Alors que des pays occidentaux ont cessé toute coopération avec l'entité sioniste, le Maroc continue de le soutenir, sachant que des soldats marocains prêtent main forte à l'armée sioniste dans les massacres perpétrés contre les civils palestiniens. L'alliance entre l'État sioniste et le Marzen est vue comme une violation des résolutions internationales. Malgré les conditions sociales difficiles, les Marocains continuent de manifester contre cette normalisation. Le Marzen, de nouveau dans l'œil du cyclone, dans des massacres perpétrés à Gaza.
Les pratiques douteuses d'un régime aux abois est en voie de perdre définitivement sa crédibilité. Cette fois, c'est au tour de l'universitaire et chercheur marocain Mohamed Delbatioui de jeter une pierre dans la mare en révélant qu'au moins 4000 soldats marocains participent activement à l'agression barbare sioniste sur la bande de Gaza, et ce, en vertu d'une disposition de l'accord de normalisation entre l'entité sioniste et Rabat, qui engage la partie marocaine à une coopération militaire. Un enlisement sans précédent dans une trahison décriée par les Marocains libres au quotidien. « 4000 soldats marocains assassinent des enfants, des femmes et des personnes âgées aux côtés de l'armée sioniste à Gaza, et ce en vertu des accords d'Abraham. Les jours du régime du Makhzen sont désormais comptés. C'est pour cette raison que plusieurs accords de coopération ont été signés avec l'entité sioniste. De ce fait, il a décroché le soutien de l'AIPAC, le lobby sioniste implanté aux États-Unis, et il a pu garantir la continuité du régime au Maroc. Viva Israël! Viva! Viva Israël! Je suis à Rosh Hanikra, c'est une ville d'Israël. Regardez, et nous sommes à la pointe du Liban Sud, près de nous, le militaire Tzahal qui surveille Israël. On est fiers d'eux, Am Israël Chai, victoire pour Israël. La paix Inch'Allah qui règne en Israël et dans tout le Moyen-Orient. Et on souhaite surtout beaucoup de force et de courage. Le Tzahal, فيهم المغاربة ديالنا aussi, فيهم بزاف المغاربة ديالنا. Donc الله يحميهم من العدو إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. L'identité de la personne. Au Maroc, il y a des plans secrets qui sont en train de s'élaborer et qui préparent au cas où il y aurait la chute et le départ de la famille royale. Il y a actuellement des plans secrets qui consistent à morceler le Maroc en 6 régions. Et là, 6 régions des micro-États où l'entité sioniste serait l'autorité supérieure. Nous sommes passés à une véritable activité subversive au sein du Maroc. Souvenez-vous, les mensonges qui ont été développés et qui ont été imposés à l'Europe quand on a fait croire que la civilisation européenne était judéo-chrétienne. Maintenant, c'est le même langage et la promotion des valeurs judéo-marocaines. Ça, c'est très important. Nous sommes dans ce processus subversif d'imposer aux Marocains que l'histoire du Maroc n'est pas marocaine, mais judéo-marocaine. Le monde arabe et le monde musulman doivent comprendre. Et je sais que c'est à l'opposé culturel, mais ça tombe bien, je travaille pour le Mossad, donc tout va bien, je vais pouvoir vous dire ça. Qu'il faut surtout pas être antisioniste. Quoi? Il faut surtout pas être antisioniste. Et je vous recommande expressément de faire fissa fissa. L'antisionisme, même le plus militant, même le plus radical, me paraît une idéologie légitime. On a le droit non seulement de critiquer la politique d'Israël, mais même de s'interroger sur la légitimité de cet État. C'est ok. Et j'ai pas peur de dire qu'Attali n'est pas du tout celui qu'on croit. Vraiment. Der beau garçon ist ein salopard. Ein grosse salopard. Vraiment. Madame la ministre, je voudrais qu'on revienne sur ce reportage. Ce qu'on peut dire tout de même, et c'est là où on est étonné, c'est que sur la place Jemaa Efna, ce que disait Karim dans son reportage, il y a 16 caméras, il y a la police touristique, et sous les yeux de cette même police, eh bien, on voit des enfants embarqués par des adultes. C'est quand même ce qu'on voit en image. Jean Chevet, maître Chevet, qu'est-ce que le... Je n'ai pas vu votre reportage, mais les images sont là, c'était en caméra cachée, et c'est ce qu'on voit. Moustapha est l'avocat de l'association Touche pas mon enfant, qui lutte contre la pédophilie au Maroc. Un travail difficile à cause de l'omerta. Très peu de familles osent porter plainte contre les pédophiles. L'avocat s'occupe pourtant de 200 cas d'abus sexuels.
C'est le problème du tourisme sexuel à Marrakech et plus généralement au Maroc. Au lieu de vendre notre culture et nos traditions qui sont riches et diverses, on vend le soleil et nos enfants. Passivité des autorités au Maroc qui sont permissives. Je sais que la loi marocaine est beaucoup plus dure qu'il y a quelques années, parce qu'il y a 10 ans, le pédophile qui était arrêté, on lui faisait payer 200 € qu'on donnait aux parents de la victime et il rentrait en France ou dans son pays. Qui sont ces jeunes qui s'adonnent à la prostitution? Des jeunes qui sont issus des quartiers très pauvres, hein, des quartiers notamment de Meller, qui est juste à côté de la plage Jemaa el-Fna, dans des situations familiales difficiles, monoparentales, qui n'ont pas le choix et qui sont récupérés par les rabatteurs. Ce qu'il faut comprendre, comment marche le système. Le système, il y a des rabatteurs qui viennent sur la place, qui identifient des touristes et qui leur proposent d'abord de la prostitution, j'allais dire classique. Ensuite, au fil de la discussion, on nous propose des enfants et généralement, j'ai été dans ce quartier, et généralement les enfants viennent de là. Ils viennent dans une situation très compliquée où les familles leur demandent d'aller gagner de l'argent. Ces enfants-là ne sont pas récupérés. On le voit à Essaouira, où ce travail admirable de Beïti qui essaie de récupérer les enfants et de rétablir le lien. À Marrakech, ce travail-là n'est pas fait et donc du coup, c'est des proies faciles. Et on entend Samir dans le témoignage qui me dit « Moi, ma famille me demandait d'aller récupérer de l'argent quoi qu'il en coûte. » Quoi qu'il en coûte. Tu crois ? Nous, on est obligés d'accepter de se vendre. Nos familles sont pauvres. Elles nous interdisent de rentrer le soir à la maison si on ne ramène pas d'argent. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est obligés de nourrir nos familles. Tous les moyens sont bons. C'est comme ça. C'est devenu ordinaire. Le processus est toujours le même, c'est-à-dire c'est des prostituées hommes qui viennent nous voir et qui nous demandent ça coûte tant, c'est très direct, ils savent, et ils savent reconnaître les hommes qui sont tout seuls. Et moi-même j'étais étonné, je leur disais mais pourquoi vous me proposez ça? Ils disent mais on voit beaucoup de touristes qui sont là, qui sont tout seuls sur la place, donc on va vers eux, on leur propose ça. Très vite, quand on leur dit qu'on n'est pas intéressé, la deuxième étape c'est j'ai des enfants. Et là, j'ai été très étonné. On était au pied du commissariat de la police touristique, la police qui était censée surveiller ce trafic-là et tous les trafics qui se passent sur la place. Et quand j'ai parlé avec les rabatteurs en me disant « Vous n'avez pas peur », tout le monde me dit mais c'est ordinaire ici. Alors des scandales éclatent régulièrement. Le dernier en date a été déclenché par le philosophe français Luc Ferry qui a évoqué des relations pédophiles qu'aurait eu un ministre français au Maroc. Est-ce que ça a eu du retentissement là-bas? On en parle. Moi c'est un rabatteur qui m'en a parlé parce qu'évidemment il se méfie beaucoup. C'est une chose ordinaire de proposer des enfants de la pédophilie, mais il y a quand même de la méfiance. Et là le rabatteur avec qui je parlais, il me disait c'est un peu plus compliqué en ce moment depuis l'affaire de votre ministre qui est venu ici. Un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement c'est moi qui serai mis en examen, je serai à coup sûr condamné. Le 28 mai 2011, donc à Marrakech, un ex-ministre s'amuse. Je vous lis en intégralité ce que lit cet article qui est une dépêche. C'est un article relativement court. La loi du silence peut aussi couvrir des crimes à l'étranger. Il y a quelques années, des policiers de Marrakech effectuent une descente nocturne dans une villa de la Palmeraie où une fête bien spéciale bat son plein. Les participants, des Français, sont surpris alors qu'ils s'amusent avec de jeunes garçons. Comme il se doit, la police embarque les adultes pris en flagrant délit. Parmi eux, un personnage proteste avec véhémence. Au commissariat, son identité est confirmée. Il s'agit d'un ancien ministre français. Le consul de France local est aussitôt avisé, qui informe à son tour l'ambassade à Rabat. L'affaire est rapidement arrangée et l'excellence, libérée sur le champ, peut embarquer dans un avion pour la France. Aucune procédure ne sera engagée contre quiconque au Maroc. Et bien que le tourisme sexuel soit en principe poursuivi par la justice française, cet homme n'aura aucun ennui à son retour. Les autorités doivent faire leur travail, c'est-à-dire contrôler les gens qui viennent dans notre pays. Ce tourisme à tout va est inadmissible. Notre pays n'est pas une zone où tout est permis, où les touristes peuvent faire ce qu'ils veulent. Casser le mur du silence, c'était notre objectif à la création de l'association. Avant, les familles avaient du mal à parler d'exploitation sexuelle et à poursuivre en justice les agresseurs. La société commence à peine à admettre l'existence de viols d'enfants. Un pédophile espagnol gracié par le roi Mohamed VI, l'affaire vire au scandale dans le royaume chérifien. Elle remonte à la mi-juillet et à cet entretien entre deux souverains, au cours duquel le roi Juan Carlos d'Espagne demande un pardon royal pour 48 ressortissants espagnols emprisonnés dans des geôles marocaines.
Mardi dernier, un certain Daniel Galvandina est libéré de prison. 18 mois plus tôt, il avait été condamné à 30 ans de détention pour avoir violé des enfants de 4 à 15 ans. De nombreuses manifestations ont alors éclaté sur le territoire, appelant notamment à la révocation de la grâce royale. À Rabat, on dénombre des dizaines de blessés à l'issue de heurts entre forces de l'ordre et protestataires. Il faut au moins, la moindre des choses, c'est des excuses et une garantie que ça ne se reproduira plus, qu'il y aura une indépendance, une justice indépendante et que la grâce royale sera réformée pour que ça ne se reproduise plus. Je suis là pour dire stop à la violence, pour demander aussi que toutes les conditions et tout ce qui s'est passé vendredi dernier soient mises en lumière, qu'on ne ferme pas les yeux sur ces répressions parce qu'il y a eu des blessés, il y a eu des femmes, des hommes, des adolescents, des jeunes qui ont été tabassés méchamment, gratuitement, alors qu'ils sont descendus pour défendre une cause noble, sensible, une cause qui les touche dans leur chair. Ce qui doit être les véritables motifs de la colère des citoyens. Daniel Galvan a été réincarcéré et c'est une excellente chose, mais ça ne change rien à la façon dont ont été très violemment réprimés et tabassés ceux qui, au départ, sont sortis en toute légitimité pour manifester contre sa libération. Nouveau regain de colère des Marocains contre une grâce royale controversée, celle d'un trafiquant de drogue hispano-marocain qui n'avait pas encore été jugé. En détention préventive, il a été libéré 2 jours avant la date de son procès. Ses 2 complices sont écopés de 8 et 10 ans de prison. Une nouvelle manifestation a eu lieu mercredi soir à Rabat. Il n'est même pas encore jugé, d'après la presse. C'est un trafiquant de drogue qui est libéré sans être jugé. Tout est lié maintenant. Quand on a ressorti ce dossier, on a ressorti le fait que la grâce royale, c'est quand même une injustice finalement. But I have an advice for young people in Europe. I know you want to free Palestine, you want to free Congo, you want to free Sudan, you want to free Iran. There's a new one every week. Free Europe. Free Europe from right-wing extremism. Free Europe from fascism. Free Europe from racism. Free Europe from imperialism. When you do this job, as soon as you do this job, Gaza will be free, Congo will be free, Sudan will be free, Iran, forget about us, don't worry about it. Free Europe. Bouge pas, face du huître. Inspecteur Axel Folly, on m'a dit que tu t'es toujours pas abonné à Blédivision, face de libellule. Qu'est-ce que tu attends? Allez, clique.